nous avons la chance, et on ne présente plus, d'avoir Antoine-Marie Graziani. Sur ce titre qui peut sembler à certains énigmatique, mais vous allez voir à quel point c'est passionnant et à quel point c'est décisif quelque part dans nos affaires. Ça s'appelle Entre l'empereur et Gênes et Entre l'empereur et Gênes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air, ça a l'air de rien comme ça, c'est pas la géographie, mais c'est l'histoire. Il y a la Corse. À toi, Antoine. Bon, alors, le problème, si vous voulez, c'est que sur ce sujet, on a un fond tout à fait exceptionnel qu'on n'avait pas encore rencontré, mais que j'ai eu la chance de rencontrer en cours de route. Aux archives de Milan, nous possédons un fonds qui compte une 60aine de liasses. Alors, j'ai fait rire hier de nos brillants intervenants de ce matin sur le petit fond de 60 liasses, dont une dizaine qui traitent effectivement des événements d'aujourd'hui et qui suivent, c'est-à-dire des années 1730-1740, et qui traitent tous, c'est des ambassadeurs qui ont été envoyés par Milan à Gênes. Et ces ambassadeurs successifs nous ont laissé un ensemble de liasses qui couvrent la période qui va de 1700 à 1750. Donc on a effectivement une information qui est une information importante. Alors l'idée c'est grosso modo de traiter de 1731 à 1732, c'est-à-dire de l'intervention des impériaux. Et une intervention sur laquelle finalement on a relativement peu de choses. Alors c'est ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que pour l'essentiel, 1731-32, dans la plupart des ouvrages qui ont été publiés jusqu'à ce jour, reprennent essentiellement deux personnages sur lesquels je vais avoir à revenir, c'est-à-dire Rostigny d'un côté, Carlo Rostigny, et de l'autre côté Ambrogio Rossi. Et d'une certaine façon, grâce à la documentation donc, de Milan, on réussit à mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé au cours de la période. Alors, élément premier de cette idée, de cette construction, on a une intervention, la République de Gênes, Carlo l'expliquait ce matin, intervient auprès de l'Empire, parce que c'est le premier partenaire possible, donc tout à fait naturellement. Mais il faut savoir aussi que du côté de l'Empire, et ça c'est la documentation qui nous le dit, parce que la documentation vient directement donc des officiers impériaux, non seulement donc, de Guicciardi, Orazio Guicciardi, qui est l'envoyé milanais à Gênes, mais y compris d'autres personnages comme le comte Daun, etc., puisque on a toute la correspondance entre lui, le comte Daun avec Guicciardi, Rialp avec Guicciardi, l'empereur, enfin les gens autour de l'empereur avec Guicciardi, et dans les deux sens. Donc on a véritablement une information qui est une information tout à fait nouvelle, et qui nous permet de comprendre le point de vue donc de l'Empire vis-à-vis de Gênes et de la Corse. C'est ça, et donc de relire un petit peu donc cet épisode. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de rappeler rapidement donc les données de l'épisode. Ensuite, dans un deuxième temps, de traiter des deux auteurs qui ont le plus parlé de cet épisode et qui sont devenus un petit peu les auteurs de référence de cette période. Et puis, dans un troisième temps, je vais essayer de rapprocher cette documentation de ce qui a été expliqué ce matin, à la fois par Lucien Belli et par mon ami Carlo Bittos. Donc, premier élément, l'Empire. Donc l'Empire, qu'est-ce qu'il voit dans cette intervention sur la Corse? Du côté génois, on comprend. Les Génois sont confrontés à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une révolution entamée en 1729 et qui désormais a 2 ans. Et comment ils vont pouvoir réagir par rapport à celle-ci, alors que d'une certaine façon le mouvement n'a pas cessé. Non seulement il n'a pas cessé, mais il a pris une ampleur qui est une ampleur imprévue, en tout cas par les Génois à l'origine. Deuxième élément, donc ça c'est le côté génois. Du côté de l'Empire, comment on voit les choses? La première chose qu'on voit du côté de l'Empire, c'est que
il pourrait y avoir une intervention espagnole. Il pourrait y avoir derrière la responsabilité de l'Espagne dans les mouvements qui sont en cours en Corse. Alors, ils ne savent pas tout. S'ils savaient, comme le dit Ambrogio Rossi, qu'on a sorti les emblèmes espagnols à un moment donné, peut-être même irait-il plus loin dans la lecture donc de cette responsabilité de l'Espagne dans les mouvements en Corse. Alors, vis-à-vis de cette possibilité, en tout cas, d'une intervention espagnole, il y a trois puissances, l'Angleterre, l'Empire et le Piémont, qui ont garanti à la République la continuité dans la possession de la Corse. Garantie. Alors, ce terme de garantie est un terme sur lequel on va avoir à revenir parce que, au fur et à mesure des événements, le terme de garantie va changer de sens. Bon. Dans un premier temps, donc, c'est la garantie offerte par l'Angleterre, l'Empire et le Piémont à la République sur la possession de la Corse. Alors, j'élimine la question, puisqu'on l'a déjà évoqué, la théorie du complot, on l'avait évoqué l'an passé, donc je l'élimine complètement. Je l'élimine d'autant plus volontiers que lorsque je regarde ma documentation milanaise, je me rends compte que, grosso modo, jusqu'en mars 1730, pour les Milanais, il ne se passe rien en Corse. Voilà. Donc jusqu'en mars 1730, il n'y a rien. En fait, ils découvrent ce qui se passe en Corse en mars, donc 4 mois après le début des événements. Et la seule chose qu'on lit et qui, à mon avis, est intéressante, c'est le comte Fondown, qui est un personnage extrêmement important sur lequel on aura à revenir. Et Fondown dit il faut faire très attention parce que ce qui se passe en Corse est très sérieux. Voilà. C'est très sérieux, les Corses bougent beaucoup et les Génois vont avoir fort à faire avec ce qui se passe dans l'île parce que tout ce qui me revient, effectivement, est négatif. Et de l'autre côté, j'ai le comte Orazio Guicciardi qui nous explique que pour lui, aucun État ne se cache derrière ça. Donc la solution espagnole, il n'y croit pas. Donc le douche tout de suite en lui disant « Écoutez, très sincèrement, il est possible qu'il n'y ait pas d'Espagnol derrière cette opération, mais si, pour Gênes, le problème n'est pas traité très rapidement, nous risquons d'avoir de gros problèmes devant nous. » Donc il y a effectivement, si vous voulez, une présentation qui est une présentation à plusieurs niveaux. Côté génois, ce qui se passe en Corse est terrible, c'est clair. Côté de l'Empire, avec toujours le décalage, évidemment, qui va exister entre les uns et les autres, et les intermédiaires jusqu'à l'Empire, en tout cas, ces intermédiaires que l'Empire ne va pas cesser d'essayer d'éliminer, d'ailleurs, pour essayer d'avoir le plus d'informations, l'information la plus proche possible. Alors là, il y a effectivement quelque chose qui me paraît déterminant. Alors, je crois qu'il faut être bien comprendre la situation de 1731. Les Génois, on l'a vu ce matin, Karl l'expliquait de manière claire, ont longtemps considéré que les choses se réduisaient à l'appel à une grande puissance extérieure. Et puis on arrive dans une période où cette puissance n'existe plus. Malgré tout, ils ont choisi assez rapidement d'ailleurs l'Empire comme étant la puissance auquel ils vont faire appel. Alors ils ont deux solutions. Première solution, c'est de demander à l'Empire un petit nombre de soldats et disant, bon, finalement, l'affaire n'est pas très importante. Si vous nous envoyez un nombre de soldats restreint, les gens penseront qu'en fait, vous êtes derrière nous, et ça suffira pour remporter le morceau. Bon, c'est la solution, d'ailleurs, qu'ils vont choisir. Bien. Et l'autre solution, c'est véritablement l'envoi de troupes en très grand nombre pour régler véritablement l'affaire tout de suite, et d'une certaine façon, pour éviter, alors là c'est ce que disent les impériaux qui sont furieux lorsqu'ils se rendent compte véritablement de ce à quoi ils ont affaire. Ils arrivent véritablement, ils vont comprendre leur douleur tout de suite.
ils ont en face de quelque chose un mouvement qui est infiniment supérieur en nombre et en importance à tout ce qu'ils avaient prévu. Donc, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent, attention, les Génois, en demandant le petit nombre de soldats, ont créé les conditions d'un échec qui va être préjudiciable à la réputation de l'empereur. Bien. La réputation de l'empereur. Et ça va avoir une influence sur tout le reste. Donc attention, les Génois nous ont trompés. Ils nous ont expliqué qu'il y avait un petit mouvement, ils nous ont demandé un petit nombre de soldats. Dans la réalité, le petit mouvement n'est pas un petit mouvement, c'est un grand mouvement, un mouvement de masse. Et à partir de ce moment-là, c'est effectivement dommageable. Cela étant, j'ai mis quand même un bémol à ce que je viens de dire, c'est que l'Empire, dans le même temps, se préoccupe du mouvement des troupes espagnoles en Italie. Et que le mouvement des troupes espagnoles en Italie fait que l'envoi d'un corps expéditionnaire en très grand nombre aurait, semble-t-il, posé problème de la même façon. Donc on a effectivement deux solutions, soit une solution petit nombre, soit une solution grand nombre, on écrase complètement les choses tout de suite et on passe à autre chose. Le choix, le petit nombre. L'Empire donc accorde 6 bataillons, c'est-à-dire à peu près 4000 hommes aux Génois, et l'arrangement, la nouvelle, parvient à Gênes le 16 juin 1731. Alors, on voit très bien dans la documentation, notamment dans les lettres de Daun à Guicciardi, que Daun se préoccupe parce que véritablement la Corse, il comprend rien. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Et ils vont débarquer, il en sait tellement peu qu'il demande à ce qu'on lui envoie une carte. À quoi ressemble la Corse? C'est assez... Voilà. Donc on lui envoie une carte et il est ravi. Il dit j'ai reçu enfin la carte, etc., etc. Donc je vais pouvoir avoir une petite idée de ce qui m'attend. Ça c'est une donnée importante. Et dans le même temps, Daun et Guicciardi apprennent véritablement catastrophés l'un et l'autre, parce qu'on le lit bien dans leur documentation, qu'en fait, les Génois sont enfermés dans Bastia et ils sont assiégés. Donc il va falloir arriver relativement vite, parce que sinon, lorsqu'ils vont arriver, l'affaire sera déjà réglée. Donc ça, je crois que c'est une donnée qui est une donnée très importante. Avant de partir, malgré tout, avant d'envoyer ses troupes, etc., l'Empire se préoccupe de savoir s'il n'y a pas toujours des Espagnols ou quelque chose, ou des Français, parce que les Français sont tout aussi coupables potentiellement que les Espagnols dans ces opérations en cours. Donc on se préoccupe un petit peu de ce qui se fait, et notamment de ce qui se fait en Toscane. L'idée serait la suivante, c'est qu'un colonel corse au service de Venise, alors je pense qu'il s'agit d'un des Giappiconi de notre ami Thierry Giappiconi, je pense que ça ne peut a priori être que lui, considéré comme un ami de Giaffer, et pour cause, puisque le frère de Giaffer est son lieutenant, aurait aidé les Corses à se pourvoir en artillerie. Et ce sont l'ensemble, si vous voulez, les Français et les Espagnols se réuniraient chez le marquis Silva. Alors c'est un personnage qu'on va rencontrer sur 30 ans, donc c'est même pas la peine on va revenir longuement dans les années à venir sur lui, dans le même cadre. Le marquis Silva, qui est consul espagnol à Florence, et le marquis Silva, d'une certaine façon, aurait donné la possibilité d'avoir cette artillerie aux révoltés, c'est-à-dire l'artillerie dont ils ont absolument besoin pour s'emparer d'une cité, parce que sans artillerie, c'est infaisable. Donc la grande idée, c'est que si j'amène cette artillerie par voie donc de mer, et je peux arriver effectivement à obtenir satisfaction. Donc transport possible. La documentation qu'on a montre que les Génois interceptent dans le canal de Corse un bateau qui est un bateau français, avec à l'intérieur de l'artillerie et 70 Corses à bord,
ce qui peut poser effectivement un certain nombre de problèmes sur le plan diplomatique. Et tout ce monde-là va se retrouver ramené à la Spezia, entraînant une crise diplomatique entre Gênes et la Corse, parce que effectivement le bateau est un bateau d'origine française, avec pavillon français, et que l'interception d'un navire, y compris malgré tout portant de l'artillerie et des Corses à bord, des armes et des munitions, peut effectivement poser un certain nombre de problèmes. Donc nous voilà devant un problème international qui ne sera réglé d'ailleurs que l'année suivante. Les Génois se tournent vers les gens de l'Empire. Les gens de l'Empire leur disent, écoutez, c'est tout ça, c'est d'une certaine façon les mauvais rapports que nous avons avec les Français et les Espagnols depuis la signature du second traité de Vienne en mars 1731. La France s'est rapprochée de Madrid. Madrid est derrière les opérations en cours en Corse, mais Madrid est loin. Donc, normalement, nous ne devrions pas avoir de problème pour organiser les choses. D'ailleurs, nous en sommes persuadés, explique-t-il, dès que les révoltés verront arriver les troupes impériales à Bastia, ils seront découragés. Le terme exact, c'est disanimati. Bon, disanimati. Véritablement, là, cette fois-ci, ils comprendront qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là. Alors, vous connaissez tous le commandement du colonel Hermann Arnold de Wachtendonck, qui arrive effectivement donc le 9 août 1731 devant Bastia. Il arrive au bon moment, parce que Wachtendonck, en débarquant, le lendemain, donc le 10 août, va se retrouver avec devant lui. Alors ils ont mis le paquet, ils sont venus avec 2 galères, 6 naves, 56 pinques, donc il y a véritablement une petite armée navale pour organiser les choses. Et Wachtendonck arrive tout de suite. Mais alors, le problème de Wachtendonck, c'est que il vient lui, et il a à côté de lui un provéditeur génois. Et le provéditeur génois est chargé par Gênes de lancer, si vous voulez, toute une série de décrets, de proclamations, etc., etc. Et la première proclamation, est une proclamation, entre nous soit dit, qui exclut toute solution amiable. C'est très simple. La déclaration de Camillo Doria, lorsque Wachtendonck débarque, elle est très simple. C'est un pardon général, en excluant, excusez du peu, Andrea Colonna Ceccaldi, Luigi Giafferi, Gianfrancesco Lusinchi, Carlo Francesco Alessandrini, Pier Simone Ginestra, Gian Tommaso Giuliani et Simone Fabiani. Bien, ces gens-là sont exclus de tout. Non seulement on exclut complètement la possibilité pour eux pas de pardon, mais on met leur tête à prix. 2000 écus pour le cadavre livré, 2500 s'ils sont consignés vivants. Bien, donc à partir de ce moment-là, premier problème. Deuxième problème, parce que l'édit, si vous voulez, étant plusieurs éléments, et deuxième élément on exclut du pardon une trentaine de lieux, entre 30 et 40 lieux, qu'on dit véritablement, ceux-là, il faudra les livrer aux flammes. Bien. Donc, on démarre avec Furiani et Cardo, qui sont effectivement brûlés dès que Wachtendonck débarque. Donc, il y a véritablement mise en forme immédiatement et le reste suivra, Furiani, Vignal, etc., etc. Donc, faites très attention sur les présentations sur Wachtendonck, brave garçon, etc. Il faut arrêter. Là, soyons honnêtes là-dessus. Ce sont des présentations qui ne collent pas du tout au personnage de Wachtendonck. Wachtendonck débarque, lui, il est là pour faire la guerre. Bien. Il débarque pour faire la guerre, mais tout de suite, il regarde les choses et il dit, mais ça, on ne pourra pas la faire avec le nombre de gens que j'ai avec moi. C'est infaisable. Parce qu'il va falloir, la Corse est vaste, c'est très bien la région bastiaise, aller brûler effectivement Cardo, qui est aux portes de Bastia, Luciana ou Vignale, mais il va falloir rentrer à l'intérieur de l'île, il va falloir faire des combats, il va falloir rendre... Non, on arrête tout et on demande immédiatement un renfort, tout de suite. Bon.
Et l'envoyé génois dit « Ah ben pourquoi pas ?» et il propose 2000 hommes de renfort supplémentaires, donc on est déjà à 4000, là on est à 6000. Bien, on attend simplement l'envoi des renforts. Entre-temps, Vachtan donc, malgré tout, va faire le siège de Saint-Florent. Alors, les auteurs corses nous expliquent que les gens de Saint-Florent n'ont pas eu véritablement le courage, etc., etc. Donc, ils se sont rendus assez rapidement. Voilà, ils ont préféré prendre la tangente. Mais Vachtan donc, lui, il dit non. Il regarde les choses, il dit bon, très bien, ces gens-là se sont rendus, mais je regarde les autres, ils sont dans la montagne, ils sont à l'abri, et il va falloir que je gagne véritablement petit bout par petit bout pour avancer. J'ai 6000 hommes, il m'en faut 12 000. Bien. Donc, il réclame 6000 hommes supplémentaires pour faire avancer ses troupes. En attendant, il ne bougera pas. Il explique qu'il ne bougera pas. Alors évidemment, du côté des Génois, la chose est très mal vue. C'est très mal vu pour une bonne et simple raison, c'est qu'on vient d'augmenter les impôts à Gênes pour payer le premier envoi. Donc, expliquer aux gens qu'ils ont payé, mais qu'il va falloir qu'ils repayent à nouveau pour faire avancer les troupes, c'est quelque chose qui est relativement difficile. Élément, et du côté de l'Empire, alors nous on voit ça, si vous voulez, c'est un petit peu... du côté génois, c'est pas bien vu, mais du côté de l'Empire, c'est pas bien vu non plus. Pour une bonne et simple raison. Les gens, que ce soit Guichard, Down, etc., mais attention, si ils nous font des affaires pour le paiement des troupes, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas en tête de payer véritablement ce déplacement. Et donc, s'ils n'ont pas en tête de payer ce déplacement, alors on va devant des problèmes considérables avec la troupe qu'on a envoyée. Parce que si les gens savent qu'ils ne sont pas payés, vous savez comment ça peut tourner. En général, ça tourne extrêmement vilain. Donc, on est devant une situation qui est une situation assez particulière. Alors, les Génois sont obligés de lâcher un peu de lest. C'est-à-dire qu'ils le disent à un moment donné, bon, écoutez, on va donner au provéditeur, donc à Camillo Doria, la possibilité d'enlever tel ou tel nom de chef qui se rendrait et tel ou tel nom de lieux qui ont été exclus du pardon général. Donc j'avais un pardon général réduit, etc. On va augmenter la potentialité parce qu'on est devant effectivement des difficultés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 28 septembre, les deux généraux de la nation corse, c'est-à-dire Colonna Cecalde et Giafer, écrivent depuis Vescovat à Charles VI en lui réclamant sa protection. Et en réclamant cette protection, ils disent en fait aux autorités de l'Empire que finalement, ça n'est la personne avec qui ils acceptent de discuter ne sera pas le Génois, ça sera directement l'Empire. Donc les représentants de l'Empire, donc Vachtan donc, puisqu'il est sur place, celui-là on est prêt à discuter avec lui. Avec les Génois, c'est fini, on ne veut plus entendre parler d'eux. Donc il va y avoir, si vous voulez, une situation assez grotesque, parce qu'on a à la fois sur le terrain les Génois d'un côté, représentés par Camillo Doria, et puis par des troupes génoises malgré tout, et puis le gros de la troupe, qui est la troupe donc venue directement donc des impériaux, et en fait on dit, nous on veut bien discuter, mais on ne veut discuter qu'avec les seconds. Avec les premiers, il n'est pas question qu'on discute d'une quelconque façon. Cette chose-là est extraordinairement mal vécue du côté génois. On le voit de façon claire dans toute la documentation qu'on rencontre. On se rend compte que c'est extrêmement mal jugé parce que il faudrait effectivement que le Gênes soit véritablement pris en compte, parce que c'est Gênes le sujet. C'est lui le patron, c'est le souverain. Ça n'est pas l'Empire. Alors le problème va se doubler d'un second élément, c'est que Vachtan donc échoue. Il échoue. C'est-à-dire qu'il avance un petit peu, parce que pousser continuellement, il finit quand même par démarrer. Et lorsqu'il démarre, eh bien, il se rend compte que il perd des soldats en très grand nombre pour toutes sortes de raisons, y compris celle que disait Carlo ce matin, c'est-à-dire que rien n'est prévu pour ces soldats. Ni le logement, ni la nourriture, ni etc. etc. En fait, on est devant une situation qui est une situation impossible pour une troupe qui ne bouge pas.
Il faudrait pratiquement que sa troupe bouge tout le temps, ce qui n'est pas possible, parce qu'il est confronté à un certain nombre de situations. Donc il ne peut pas. Comme il ne peut pas bouger, il dit, la solution, ça serait finalement de trouver un accord avec les chefs rebelles. Alors, il passe un premier accord avec eux, tout simplement parce qu'il vient de perdre à 2 reprises. 2 reprises, il perd, donc il dit, écoutez, on va signer. Et même du côté de l'Empire, cette façon de faire est très mal vécue. Alors du côté génois, je ne vous en parle même pas, c'est véritablement, on tire le feu complet sur Vastandonc, qui est un personnage invraisemblable. Comment on a pu mettre un homme comme ça à la tête d'une troupe? Ça, c'est la première chose. Du côté de l'Empire, on a quand même cette phrase assez méchante de Guicciardi, au marquis de Rialp, donc chargé de la secrétairie espagnole d'État et secrétaire de la Dépêche universelle. La trêve, les conditions de la trêve signée ne sont ni sûres ni raisonnables. Donc en fait, on est véritablement là devant un problème. Alors, et puis, autre élément, on dit, mais comment une affaire qui normalement devrait être de simple police peut durer depuis des mois? Ça paraît complètement invraisemblable. Alors, Vastandonc dit, moi j'attends les renforts. Premier renfort arrive à la fin de l'année 1731, dirigé par le colonel de Vins, 2000 hommes environ, donc qui s'additionnent donc aux 3000, qui varient entre 3600 et 4000 donc de Vastandonc. Et tout de suite Vastandonc dit, il va falloir les déplacer en Balagne, et il va falloir à partir de là organiser une opération sur Calençane. Pourquoi Calençane? Ça, nous n'en saurons rien. En tout cas, l'opération de Calençane, on le sait, échouera lamentablement. Alors, abeille ou pas abeille, visiblement, la documentation que nous avons à notre disposition ne parle pas d'abeille, mais par contre, et c'est véritablement piteux, les lettres véritablement de Guicciardi à Daun ou à l'empereur sont véritablement, ils se mettent la tête dans la cendre, véritablement. Ils ont perdu 150 hommes entre les morts et les prisonniers. C'est une espèce de catastrophe qui leur est tombée sur la tête. Ils ont, eux, des troupes qui sont des véritables troupes. Ils sont en face de vilains. À un moment donné, le terme d'ailleurs, villani, est employé. On est en face de vilains et de bons soldats, parce que nos bons soldats sont battus par des vilains. Bon, donc ça c'est tout à fait inacceptable. Il faut arrêter très rapidement ce mauvais film qu'on est en train de vivre. Alors, troisième épisode, puis je reviendrai sur ce troisième épisode parce que il pose toute une série de problèmes. C'est les fameuses négociations pour l'envoi de troupes de renfort, alors qui vont tout changer parce que c'est 10 000 hommes supplémentaires. Là, on va passer de 6 000 à 16 000. Bien. Donc, on va changer complètement et on va changer de chef. Le chef nouveau, c'est le duc ou prince, suivant les termes, de Wurtemberg, qui est envoyé avec les troupes impériales. Donc, on est au mois de mars 1732. Il a donc 16 000 hommes à sa disposition et malgré tout, l'Empire se méfie. Si on avait quelque chose d'aussi horrible que ce qu'on vient de vivre juste auparavant, comment le reste de l'Europe réagirait? Très mal. En tout cas, on passerait véritablement pour des mauvais. Bien, donc il va falloir qu'on change les choses. Et donc, l'Empire prend une décision auparavant, c'est de faire pression sur la République pour qu'elle publie un nouveau pardon, cette fois-ci sans exclusive, c'est-à-dire en retirant tout ce qui avait été donné auparavant, ce qui est fait le 7 mars. C'est-à-dire que le 7 mars, l'affaire est réglée normalement, on va le voir que ça n'est absolument pas réglé. Mais dans l'esprit des impériaux, l'affaire véritablement doit changer et l'empereur va plus loin. Il dit la chose suivante, il dit écoutez, le terme de garantie, qui jusque-là était une garantie simplement pour que les Génois puissent avoir véritablement la possession de la Corse. Une garantie de ce type-là sera renouvelée d'ailleurs en 1738, à la veille des événements, au moment où l'Empire et la France se trouveront les deux potentiellement à pouvoir venir intervenir en Corse.
Cette garantie-là, elle ne convient plus. Je vais ajouter à cette première garantie une seconde garantie, ce qui cette fois-ci est pour les Corses. Et là, c'est la grande nouveauté. Garantie pour les Corses qui va toucher 2 points. Premier point, s'ils se rendent dans un délai qui est donné, à ce moment-là, plus personne ne pourra venir véritablement s'en prendre à eux. Je donne ma garantie. Deuxième garantie, les Génois devront s'obliger à faire un nouveau document qui explique, un nouveau règlement, dit-il, qui explique un petit peu un changement par rapport à la situation qu'on a connue auparavant. Donc les Génois devront politiquement reconnaître que d'une certaine façon, ils ont eu tort. Ça, c'est les 2 points. Alors évidemment, on comprend très bien que du point de vue de la diplomatie génoise, on est dans l'inacceptable. Alors, comment on peut faire valoir l'inacceptable ? On va trouver des solutions. Première solution, c'est que du côté des Génois, on va se débrouiller pour ne pas arriver en même temps que Wurtemberg. C'est-à-dire que le nouveau représentant génois va arriver en se décalant par rapport à Wurtemberg, de telle façon à laisser Wurtemberg avancer tout seul. Bon, les Génois disant, nous, on n'est pas au courant de ce que dit l'empereur. Ça, c'est la première solution. Bon, première solution, assez pas très valable. Donc Paolo Battista Rivarol va arriver avec un décalage de plusieurs jours par rapport à Wurtemberg. Très bien. Deuxième élément, tout ce que dit Wurtemberg, on fait semblant qu'on ne l'entend pas et on se débrouille pour ne pas diffuser l'information. C'est-à-dire que les édits, etc., y compris ceux qu'on a signés, on ne les met pas véritablement de telle façon que les gens puissent savoir. Voilà. Donc il va y avoir cette situation. Alors, très bien. Pourquoi s'arrêter à ça? Du côté des impériaux, alors les impériaux disent, ils comprennent très bien que les Génois ne veulent pas rentrer véritablement dans le règlement. Ils comprennent très bien. Et donc l'empereur demande à Wurtemberg non pas de laisser les Génois publier l'édit tel qu'il a été prévu, mais de le publier lui. C'est-à-dire, véritablement, de chaque fois qu'il va avancer, il fera publier un édit en italien dans lequel on explique aux populations que la République, l'Empire sont d'accord sur le fait, qu'il va y avoir une garantie pour tout le monde et que ça passera par un premier élément, que tout le monde s'en sorte, et deuxième élément, que on ait la possibilité de ne pas avoir de nouveaux conflits, puisqu'on aura accepté les arrangements tels qu'ils ont été proposés. Cela étant, l'Empire ignore absolument qu'est-ce qu'il y a du côté génois, du côté des arrangements. C'est-à-dire qu'en fait, on dit simplement les Génois produiront un règlement sans se préoccuper de ce qu'ils vont produire. Ce qui reste quand même relativement étonnant, parce que les populations pourraient considérer que ça ne correspond pas à ce qu'elles demandent. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà, on est dans une construction qui est une construction assez baroque. Et donc, le Wurtemberg avance. Et il publie une fois, 2 fois, 3 fois, le document pour faire valoir véritablement que, alors au fur et à mesure qu'il avance, il fait apposer le document qui annonce aux populations qu'elles auront effectivement devant elles un certain nombre d'avantages, que les Corses seront considérés, et du côté génois, évidemment, c'est d'autant plus mal vécu que pour les Génois, qu'est-ce que c'est que cet arrangement, qu'est-ce que c'est que cette garantie qui est donnée à des gens qui sont des rebelles vis-à-vis d'un État qui est un État souverain, etc., etc. On est devant quelque chose, une situation totalement inacceptable. Voilà, donc voilà, les choses se passent comme ça. Je passe rapidement sur les opérations militaires. Malgré tout, donc avec ces 16 000 hommes,
il peut avancer beaucoup plus facilement, il s'empare de la Balagne, ensuite le général Schmettau, qui est sous sa direction, s'occupe du Golo, il occupe les passes, etc., etc. À partir de ce moment-là, les chefs insulaires considèrent que ils ont perdu, mais en même temps qu'ils ont perdu, on va le voir, ils vont considérer qu'ils ont perdu, mais tout en ayant gagné. Alors, comment les choses vont se faire? Première chose, on a perdu. Donc on a perdu, les choses sont très simples, on se présente à Pastoreccia de Rostin, donc devant Vachtin donc, sont présents là, Hyacinthe Paul, le Piévant Haïté, le docteur Raphaël, bon, et ils sont, tout ce monde-là est conduit à Pontenove, puis ensuite à Corté, et par la suite, les rejoignent Tchekal et Djaffer. Bon, les 4 chefs principaux, donc Tchekal, Djaffer, Raphaël et Haïté, se rendent auprès de Wurtemberg pour faire leur soumission, et ils considèrent que ça s'arrête là. Et là, à leur grande surprise, ils sont emmenés, enferrés, direction Bastia, et de Bastia, ils vont partir pour la tour de Gênes le 14 juin. Bien. Parallèlement, différents Corses, Hyacinthe Paul, Gianfrancesco Bonacorsi de Calenzane, Carlo Francesco Alessandrini de Canari, Simone Fabiani de Santa Reparata, sont, eux, arrêtés. Ils se mettent en main pour être otages. C'est les fameux otages dont nous aurons à reparler peut-être l'an prochain pour la question de leur nombre. Donc ces otages apparaissent et pratiquement cette opération s'effectue au moment où Wurtemberg quitte la Corse avec une partie de ses troupes, en laissant Vachtin donc avec ce qui reste, et il se rend successivement à Gênes, Milan et Vienne. Il est fêté à Gênes, très bien fêté, il reçoit toute une série d'avantages sur lesquels je ne m'attarde pas. Et par contre, lorsqu'il arrive à Milan, le comte von Daun commence à lui demander un certain nombre d'explications sur son attitude. Bien, on voit notamment dans la documentation de Daun qu'il y a disons, mécontentement de la part des autorités impériales. Alors, les autorités impériales continuent à faire pression, font pression sur la République de Gênes pour que les 4 chefs soient libérés. En fait, dans la réalité, Gênes va le faire en 2 fois. La première fois, ils vont transférer des prisons de Gênes vers la forteresse de Savone à la mi-octobre, les 4 chefs. Dans le même temps, les otages qui étaient incarcérés à Bastia vont être libérés. La garantie impériale qui avait été discutée à Gênes, où elle était assimilée à un préjudice pour la souveraineté génoise, est donc finalement accompagnée par un décret génois officiel. Elle est publiée le 23 mars. Gênes continue malgré tout à jouer les prolongations, avec une grande difficulté pour les impériaux à comprendre la raison pour laquelle on joue les prolongations de cette façon-là. Et puis finalement, le Piévant Haïté il est libéré. Il a un petit peu trompé tout le monde. Ça, c'est une première chose. Djaffer dans un deuxième temps. Et puis les 2 derniers, Raphaël et Tchekal, le 17 mai. Voilà donc l'opération, si vous voulez, achevée. Les troupes impériales quitteront l'île quelques mois plus tard. Alors, premier à décrire ces événements du côté corse, c'est l'abbé Carlo Rostini. Alors, sur Carlo Rostini, je ne m'arrêterai pas trop longtemps. On a traité Carlo Rostini dans les Ragual. C'est un personnage né vers 1710, donc à Bastia, originaire donc du Rostino, comme le nom l'indique, qui aurait effectué des études au collège d'Elben et à Gênes. Là, il aurait été maltraité par les Génois. Enfin, c'est ce que nous raconte en tout cas l'introduction de ses mémoires. Et il aurait fini ses études donc à Rome. C'est un personnage qui a un certain nombre de qualités et de défauts. C'est un personnage assez entreprenant. Qu'on rencontrera à l'intérieur du Royal Corse, où il sera chapelain. On le voit notamment dans les opérations de 56. Ça paraît tout à fait évident. Et puis, dans un deuxième temps, il deviendra effectivement le trésorier, le gazetier. C'est l'homme qui tient les Ragual de Pavle au cours de la période. Alors, au-delà de ça, Rostini est un parfait représentant des notables qui ont en tête la volonté d'avoir une nouvelle situation
qui soit assez proche, finalement, de ce que les grands États, et par grand État, pour lui, dans sa tête, c'est la France, hein, de façon très claire, peuvent offrir comme protection pour un insulaire. C'est-à-dire que les choses sont très simples pour Roστίνη. Il y a les grands États permettent toute une série de choses. L'État génois était un État dégénéré, etc., etc. Et quasiment toute la documentation de son texte, qui n'est pas que je raffole pas de ce texte par rapport au texte des Ragual, qui me paraît être de meilleure tenue. Voilà, l'idée c'est simple, tout ce qui est génois est affreux. Alors donc le colonel impérial V là est odieux parce que génois, le prince de Wurtemberg se laisse mener par la perfidie génoise, l'arrestation des 4 chefs est un attentat contraire aux lois des nations, même les plus barbares, car le Turc avec lequel la maison d'Autriche est souvent en guerre se montre d'ordinaire scrupuleux observateur de sa parole, etc., etc. Donc voilà, le colonel Colmener devient un personnage douteux. Lorsqu'on voit la documentation milanaise, on est quand même un petit peu surpris sur cette présentation. Et voilà, si vous voulez, la façon de présenter les choses avec un méchant. Le méchant clair, c'est Gênes, c'est les très méchants. Après, il y a un méchant secondaire qui est Wurtemberg, qui a été gagné tout entier par le commissaire Paolo Battista Rivarol au dessin de Gênes, très bien. Et puis derrière, il y a en face, il y a les gentils. Alors les gentils, au premier lieu, évidemment, les 4 chefs que Roστίνη qualifie de premier trophée du général germano-génois. Le général germano-génois étant Wurtemberg, on a compris. Bien, voilà. Et puis derrière, alors les gentils, c'est-à-dire ceux qui vont permettre la libération des chefs. Alors là, on est quand même très stupéfait de voir ce qu'on peut tirer de Roστίνη. Parce que Roστίνη, finalement, nous propose 3 solutions pour la libération des chefs corses. Première solution, les Génois auraient, parmi les gens qu'ils auraient pris en otage, mais alors c'est bizarre parce que jusque-là, il nous a parlé d'un certain nombre de personnes prises en otage, et là, il nous en rajoute une. C'est pas n'importe qui, c'est Antonio Marengo. Bon, qui se trouve être le consul de Toscane en Corse. Et donc, l'interpellation et l'arrestation, la mise aux arrêts d'Antonio Marengo aurait entraîné l'intervention du grand-duc de Toscane, Giovanni Gastone, voilà, et donc à partir de ce moment-là, la libération par complémentarité des gens qui étaient avec lui. On est un petit peu surpris parce que les otages, je comprends, les 4 chefs, je comprends moins. Mais ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on est quelques lignes plus bas. Alors à ce moment-là, il nous dit non, finalement, la libération des 4 chefs, c'est encore autre chose, c'est dû à autre chose. C'est l'intervention du père Camille de Stazzona, donc toujours un insulaire, très bien, qui aurait remis au comte von Daun, qui normalement l'ignorait complètement, l'original du diplôme publié à Katsch par le prince de Wurtemberg, dans lequel il était accordé un pardon général pendant le délai de 15 jours. Or, les 4 chefs, pour profiter du pardon, s'étaient présentés avant l'expiration du délai. Alors là, on est stupéfait pour une bonne et simple raison, c'est que von Daun a bien sûr l'original du document, parce que Wurtemberg, la première personne à qui il a envoyé, évidemment, c'est aux autorités qui sont au-dessus de lui, et von Daun le possède depuis fort longtemps, donc on ne comprend pas très bien la raison pour laquelle von Daun serait intervenu. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième passage, c'est Erasmo Morticone. Alors Erasmo Morticone, lui, serait intervenu auprès du prince Eugène, qui aurait intercédé auprès du Sénat génois, donc c'est pas l'empereur, mais c'est le prince Eugène qui serait intervenu auprès du Sénat génois. Donc on se retrouve devant une vision totalement manichéenne. Hein. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. D'un côté les bons, donc l'Empire, la Toscane, le Saint-Siège. Hein, Orticone étant dans le même temps ayant obtenu un bref de la part de Clément XII intéressant. L'autre côté, les méchants génois, quelques traîtres insulaires et quelques officiers impériaux intéressés ou faibles. Bien. Donc Roστίνη mélange assez volontiers l'édit de l'empereur, celui-ci, avec un autre édit. C'est assez intéressant. Celui de Marie-Thérèse de 1745, qu'il qualifie d'invincible fille de Charles VI, et le texte en question va se trouver dans un contexte qui est totalement différent, parce qu'en 1745, les choses ne sont pas les mêmes, hein, de façon très claire. Donc je me retrouve avec un auteur qui me présente
là une série de solutions sur la libération des 4 chefs. Deuxième auteur, Ambrogio Rossi, donc un auteur de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, Observations historiques, qui ont été longtemps une des bibles des historiens insulaires, mais lorsque on va au fond des choses et qu'on les compare à la documentation, qu'elle soit d'ailleurs milanaise ou génoise, on est quand même frappé par un certain nombre de faits. Les pièces qui ont été publiées, sont publiées généralement par extrait, et deuxièmement, non référencées. Donc ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de chronologie absolue. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui viennent interférer à l'intérieur, qui ne sont absolument pas de la date qui est annoncée comme étant leur date. Bien, donc j'ai un gros problème, si vous voulez, sur le texte d'Ambrogio Rossi, c'est qui a quand même servi de base à l'essentiel de la documentation des ouvrages jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Donc j'ai un texte de Rossi qui m'explique que en fait les chefs corses auraient démarré en marquant leur opposition et leur appartenance au camp espagnol, parce qu'ils espèrent l'aide de l'Espagne, etc., etc. Ensuite, quelqu'un qui m'explique il y a véritablement un problème entre Wachtendonck d'un côté et les autorités génoises, ça on l'avait compris, mais qu'en fait c'est un problème pratiquement, si vous voulez, humain. Wachtendonck aurait été scandalisé par le fait que les Génois auraient mal géré les rebelles, et deuxième élément, que le gentil Wachtendonck aurait trouvé lamentable l'exposition de la tête des nationaux morts. Lorsqu'on voit ce que fait Wachtendonck dans la même période, on est un petit peu surpris de ce genre de présentation. Par contre, Wachtendonck a, lui, une bonne vision d'un certain nombre de choses, notamment, il explique que s'emparer d'une hauteur contre les rebelles, c'est une bonne chose, s'emparer de toutes, c'est totalement hors de ses possibilités, on l'a vu, et dévaster et incendier la Corse est plus facile à réaliser que vaincre la haine et la rancune des populations totalement opposées au gouvernement de la République. Et là, véritablement, Wachtendonck fait, lui, passer, même si les lettres de Wachtendonck ne nous sont pas arrivées, on le voit très bien dans le détail, on voit très bien qu'il y a, de la part de Wachtendonck, l'idée selon laquelle il faut que l'Empire se débrouille seul dans cette opération. Que véritablement, on passe au-delà des Génois et qu'on essaye de régler les choses par nous-mêmes, sans trop se préoccuper de la façon dont les Génois, quelle que soit la façon dont ils vont réagir. Donc on va essayer de régler les choses de façon claire. Alors, Rossi présente comme Rostigne tous les Génois sur une même ligne dure, c'est-à-dire les Génois, c'est la République, et ils en ont les défauts, c'est-à-dire la fausseté, la cruauté, et donc on va avoir toute une série, si vous voulez, de positions qui sont des positions pratiquement morales sur la façon dont les choses se sont passées, et qui vont mélanger d'ailleurs des positions qui sont absolument immélangeables. Lorsque on fait le détail, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire des documents successifs que les Génois sont amenés par l'Empire à réaliser mois par mois, on évite de dire que de me placer un document qui est un document du début, me le placer à la fin, comme si effectivement c'était la solution finale des choses. Ça me paraît tout à fait discutable. Alors, Wachtendonck, lui, et si vous voulez, apparaît comme un personnage un petit peu donc rapidement dépassé, et on accepte l'idée de renfort. Alors, ce qui est intéressant à noter sur cette question des renforts, c'est que lorsqu'on lit la documentation impériale, même les renforts, les Génois sont contre. Alors, ils sont contre les 2000 de plus, je ne vous dis pas ce qu'ils disent sur les 10 000 de plus. Parce que là, véritablement, alors, on a une chose absolument extraordinaire. Je ne pensais pas, celle-là, j'avais pensé à tout, mais pas à celle-là. À un moment donné, les Génois se posent la question d'empêcher le départ des troupes de Wurtemberg.
C'est-à-dire qu'ils se posent la question, ils disent finalement les troupes de Wurtemberg, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter de plus? Visiblement rien. Hein, et en plus, ces gens-là vont nous coûter de l'argent sans véritablement nous apporter quoi que ce soit, donc il faut véritablement les empêcher de... Et on voit, là je crois que c'est là le point important, c'est que lorsque je regarde ma documentation corse et que je la compare avec la documentation issue donc des impériaux, il y a un hiatus absolu, c'est-à-dire que la lecture des mêmes éléments est totalement contradictoire. Du côté corse, évidemment, les choses sont claires. Les impériaux arrivent progressivement, Vastandonc ayant échoué, on fait venir, etc. Et finalement, les Génois obtiennent de l'Empire plus de troupes. Si je regarde la documentation impériale, c'est pas du tout ça. C'est l'Empire qui fait pression sur les Génois pour qu'ils acceptent l'idée de l'envoi de plus de troupes. Donc je suis véritablement dans deux choses totalement différentes. Et je vous dis, l'élément à un moment donné, alors absolument extraordinaire, c'est lorsque, donc, à la suite d'une réunion qui a eu lieu, donc une de ces fameuses réunions dont parlait Karl tout à l'heure, hein, de ces réunions où un petit peu on se dit tout. Les Génois sont absolument dans un état de colère totale contre l'Autriche, et ils disent qu'ils vont empêcher le débarquement des troupes de Wurtemberg en Corse. Bien. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout celle qui nous est présentée traditionnellement. Pour Rossi, les choses se réduiraient à deux éléments. Le Sénat génois a fait tout son possible pour que les chefs ne soient jamais libérés, ainsi que Hyacinthe Pal. Et alors là, évidemment, on invente totalement, parce que Hyacinthe Pal apparaît quasiment dans rien. Là, on est, si vous voulez, a posteriori. C'est une lecture a posteriori de la documentation. Et Simone et Fabiani. Bon, sinon, au moins qu'ils soient tous les deux exilés définitivement. Et deuxième élément, l'empereur aurait affirmé la nécessité de la libération de ces mêmes chefs. Donc, toujours la même présentation manichéenne, d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. L'élément, si vous voulez, qui me paraît tout à fait contradictoire vis-à-vis de ça, il est assez simple. C'est que du côté de l'Empire, maintenant si je rentre dans le détail et que j'écarte cette littérature corse qui nous a amené à comprendre les choses de la façon dont je la décrivais tout à l'heure, et que je regarde véritablement ce que disent les impériaux. Et là, je suis vraiment frappé parce que j'ai une documentation qui me dit des choses diverses. Première chose, évidemment, le mieux serait qu'on s'arrange avec les Corses. Bien. Si on met le minimum de violence vis-à-vis d'eux, alors on peut peut-être obtenir un règlement qui satisfera tout le monde. C'est la première chose. Cela étant, je vous livre ce que dit Guicciardi au gouverneur de Milan, von Daun, en mai 1732, c'est-à-dire au moment donc, où il y a les quatre chefs sont incarcérés, etc. Tous les chefs sont à présent entre les mains de la République du fait de la clémence dont a fait preuve Monsieur le Prince, Wurtemberg, dont a fait preuve Monsieur le Prince. On pense qu'une fois la vie et les biens de tous garantis, ce gouvernement pourra donner quelques châtiments exemplaires aux gens coupables les plus impliqués dans le soulèvement en les tenant enfermés ou emprisonnés dans quelques forteresses. Je veux dire que là, de façon très claire, Gênes, pour l'Empire, est un État souverain et l'Empire ne méconnaît pas la raison d'État. Et si je voulais être encore plus clair, je prendrais même un autre morceau du texte de Guicciard, alors cette fois-ci dans une lettre encore à von Daun, dans lequel von Daun lui dit, mais finalement, il faudrait que nous donnions non seulement des garanties du côté des Corses, mais pratiquement des garanties du côté génois, pour que les Génois considèrent que ça n'est pas quelque chose contre eux. Il écrit la chose suivante: « Je puis de plus assurer votre Excellence que d'ici et de Vienne, la République a toujours été assurée que l'empereur a fermement montré et s'est exprimé dans ses lettres de manière très clémente
prendre en compte les intérêts de la République comme ceux de tout prince dans la supériorité à ses sujets, et qu'il a toujours été très opposé à s'occuper de leurs affaires. Donc, si vous voulez, vous avez de façon claire, non pas l'attitude de l'Empire qui dirait les Corses sont gentils, etc., etc., les chefs sont libérables, etc. On n'est pas du tout dans cette option-là. On est dans une première option qui est une option assez simple, qui est la reconnaissance du fait que l'État vis-à-vis des Corses, c'est Gênes. Voilà. Alors, je crois que les choses sont extrêmement claires, donc il faut sortir, si vous voulez, des approximations de ce côté-là. Donc, si le chef, c'est Gênes, et si ce sont les Génois qui doivent s'occuper, il faut véritablement organiser les choses de manière à ce que Gênes ne perde pas la face. Le problème, il est différent. Le problème, c'est que les impériaux sont confrontés à une question de temps. Ils ne peuvent pas garder en Corse des troupes trop longtemps. Il va falloir donc trouver des solutions rapides. Et donc, si les solutions rapides doivent être trouvées, il faut véritablement que vis-à-vis des Génois, les Génois comprennent qu'il va falloir qu'ils mettent un petit peu de l'eau dans leur vin et qu'il va falloir que ils acceptent un certain nombre de solutions qu'ils n'avaient pas prises en compte au départ. Alors, les choses sont simples. En même temps, j'annonce que je reconnais l'importance de Gênes. Dans le même temps, j'annonce qu'il faut que Gênes reconnaisse que c'est l'empereur qui a tout fait. Voilà. L'empereur, par son autorité et la puissance de ses armes, a replacé les Corses sous le gouvernement de Gênes. Il est naturellement le garant non seulement du pardon présent, mais à l'avenir de l'équité du gouvernement. Et là, on est devant un problème très simple. Pour les Génois, c'est doublement inacceptable. En même temps, si vous voulez, on leur dit on avance dans votre direction puisqu'on reconnaît que les Corses, etc. En même temps, on leur dit il va falloir que véritablement vous reconnaissiez que c'est l'empereur qui vous a permis de régler ces problèmes. Et là, on voit de façon claire les Génois se faire vraiment tirer l'oreille parce que ils vont, à partir de ce moment-là, à partir de mai 1732 et jusque l'année suivante, donc une année entière, essayer de trouver toutes les solutions intermédiaires pour ne pas perdre la face vis-à-vis de l'empereur d'un côté et vis-à-vis des Corses de l'autre. On voit de façon claire que les Génois sont inquiets de la façon dont les Corses pourraient se servir, et ils vont s'en servir, puisque c'est la base de mon intervention aujourd'hui. C'est quand même les Corses qui ont réussi à s'en servir le mieux. Ils risqueraient de se servir du fait que l'empereur serait intervenu pour faire valoir que l'intervention est en leur faveur. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les Génois, à la veille de l'intervention de Wurtemberg, voient se multiplier dans les mémoires, les documents qui traînent à droite et à gauche, l'idée selon laquelle l'empereur viendrait non pas pour punir les Corses, mais pour punir Gênes. Voilà. Pour punir Gênes, parce que les Génois n'ont pas été gentils avec les Corses. Et on voit dans la documentation, et notamment dans les textes du commissaire génois Camille Doria, cette idée que les Corses laisseraient penser que les troupes allemandes envoyées dans l'île ne sont pas là pour les combattre, mais pour leur rendre justice. Voilà. Et il ajoute, ils disent tant de choses et tant d'ombres sont entrées dans l'esprit de ces nobles du gouvernement qu'ils seraient plus disposés à perdre la Corse que consentir à un préjudice contre leur dignité et leur souveraineté. Voilà. Donc on est véritablement là, si vous voulez, au milieu d'un problème qui est un problème international assez clair. Gênes a été incapable d'intervenir par ses propres troupes et de régler l'affaire par ses propres troupes. Elle est obligée de faire rentrer dans l'affaire les impériaux, comme elle sera obligée en 1738 et plus tard de faire rentrer les Français. Bien.
À partir de ce moment-là, il y a une partie des choses qui lui échappent. Comme le disait très bien Karl ce matin, il est évident qu'à l'intérieur du gouvernement génois, une partie sont favorables à cette intervention, mais une partie est défavorable à cette intervention. Et cette partie, elle va se faire entendre, c'est clair. Même si elle ne se les fait pas entendre par les moyens bien connus, il y a toujours la possibilité de trouver une gazette, etc., pour faire comprendre que les choses ne se passent pas comme on a pensé qu'elles devraient se passer. Et là, je suis vraiment devant donc l'Empire, le problème corse, l'intervention de l'Empire, et derrière, quelle solution? Et là, la blague dure plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, pratiquement 6 mois, les impériaux sont confrontés aux Génois qui refusent d'avancer, les Corses qui bougent, qui continuent à bouger. Vachtan donc envoie continuellement des documents en disant « Oulala, ça pourrait redémarrer, attention, faites attention. Nous, on est en petit nombre désormais, tout petit nombre. On est enfermé dans Bastia, mais on n'en sort plus. Et d'une certaine façon, on ne tient rien. » Bien. Donc, on pourrait se retrouver devant quelque chose d'impossible. Et là, l'idée, si vous voulez, à ce moment-là, c'est Fondown qui va apporter la réponse. Fondown apporte la réponse, alors, soit que la réponse lui vienne de lui-même, soit plus vraisemblablement qu'elle lui vienne de Vienne. Je n'ai pas trouvé, si vous voulez, les documents de Vienne, notamment du prince Eugène ou de Rialp, etc., etc. Il faudrait vérifier cela. Qui font redescendre l'idée selon laquelle il va falloir qu'on règle l'affaire très rapidement. Et Guicciardi reçoit un matin une lettre qui est la lettre suivante qui vient de Fondown. Il faut que ça se résume à 3 points. Premier point, on a désormais une garantie impériale imprimée, il faut la publier et l'afficher. Première chose. Deuxièmement, il faut obtenir la mise en liberté des chefs corses qui sont détenus à Savone. Troisième point, il faut faire rentrer le plus rapidement possible les troupes qui sont engagées en Corse. Bien. Voilà ce que Guicciardi doit régler le plus rapidement possible. Et Guicciardi s'y met. Et pour s'y mettre, il a des éléments. Lui-même intervient auprès d'un consul impérial qui est à Savone, qui est Zerbino, à qui il dit il faut véritablement que vous suiviez jour après jour, que vous m'envoyiez tous les jours exactement ce qui se passe au niveau des 4 chefs. Et donc, il va savoir tout très très rapidement, le pourquoi, le comment, etc., etc. Donc il y a là une suite qui est donnée, qui est à mon avis tout à fait intéressante. Je vais même plus loin. Lorsque je lis la correspondance de Guicciardi, je me rends compte que Guicciardi reçoit, tenez-vous bien, Ceccaldi, colonel Ceccaldi, lorsqu'il sort. Là, une des premières personnes que voit Guicciardi, c'est colonel Ceccaldi. Deuxième élément, il voit Alessandrini. Bien. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il passe à Gênes, alors, il dit, oui, ces chefs en question risqueraient effectivement de redémarrer. Mais je les vois plus comme des gens qui ont peur que des gens qui sont prêts à redémarrer. Mais par contre, le redémarrage, il peut s'effectuer sans eux. Parce que les gens n'ont pas oublié... Là, ils se démarquent, si vous voulez, du système génois, qui consistait que les chefs étant en prison, le reste ne bougerait pas. Il dit, non, là, ils se trompent complètement. Les gens risquent de bouger avec d'autres personnes que les chefs qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc, il faut faire tout à fait attention. Alors, en conclusion, si vous voulez, je pense que cet épisode est révélateur d'une relecture qu'il va falloir effectuer des événements, des révolutions de la Corse. Je pense que ce qui s'effectue depuis l'an passé, ici même, est, à mon avis, fort intéressant dans cette dimension-là. Je pense qu'il y a, lorsqu'on lit une crise de ce genre, je crois qu'il y a trois positions à avoir. Première position, on a parlé ce matin avec Karl, je partage totalement son avis concernant Gênes, qui est quelque chose sur lequel il m'est arrivé aussi de travailler.
c'est que il n'y a pas une décision génoise, etc., qu'en fait, dans la réalité, j'ai quantité de positions qui sont des positions, y compris totalement contradictoires, qui, malgré tout, aboutissent à une décision qui est prise de manière démocratique. Parce qu'il y a effectivement un aspect démocratique dans la construction républicaine génoise. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que au niveau des impériaux, il ne me paraît pas, mais il ne me paraît absolument pas évident que tout le monde ait fonctionné de la même façon en même temps. C'est-à-dire qu'il y a dans la construction entre les différents intervenants, et on le lit bien entre Guichard et Daun, etc., le prince Eugène, l'empereur, enfin les représentants de l'empereur Rialp, etc., on a des positions qui peuvent être des positions différentes. Entre les deux, il y a des gens qui font le va-et-vient. Carlo parlait ce matin de De Mari et de Pallavicini. Ce sont effectivement De Mari à Milan, Pallavicini à Vienne, deux personnes qui sont intervenues côté génois vis-à-vis des services de l'empereur. Les deux sont sur des positions qui peuvent être assez contradictoires. L'une vis-à-vis de l'autre, mais globalement, soit que effectivement De Mari ait été gagné par Daun, il finit par dire oui pour la libération. Pallavicini commence par dire 2 et pas 4. Alors pourquoi 2 et pas 4 ? Tout simplement parce que les deux derniers auraient refusé de donner un accord à ce qu'il aurait demandé. Bien. Donc, si c'est bien, finalement, on pourrait en garder 2 sur 4, ça serait pas mal, etc., etc. Et puis, bon, au fur et à mesure qu'il avance et qu'on voit d'une certaine façon la pression des impériaux, il dit non, finalement, le mieux, ça serait effectivement qu'on libère tout le monde. Dernier élément qui vous fera l'ouverture avec ce que dira vraisemblablement Francis Pomponne demain, côté Corse, c'est tout aussi partagé que les impériaux, que les Génois. Il n'y a pas une position, si vous voulez, générale prise par les uns et par les autres. On voit au contraire des divisions partisanes absolument incessantes qui transparaissent notamment autour de l'épisode du drapeau espagnol. En tout cas, c'est ce qui est clair, et qui malgré tout les Corses sont gagnants dans cette opération d'un point de vue, si vous voulez, de la communication. Ils ont fait passer l'idée selon laquelle l'Empire serait intervenu en leur faveur. Ça tombe très bien. Dans le même temps, il y a le bref de Clément XII pour Eras Morticogne qui leur est relativement favorable. C'est la démonstration selon laquelle d'autres puissances que Gênes peuvent intervenir dans la question corse, et ça me paraît être l'élément tout à fait fondamental. Merci.